Peut-être pour commencer, j'aimerais parler de la notion d'historicité. Je n'avais pas forcément prévu de parler de ça, mais je pense que c'est important parce que là, on a vu ce diaporama, etc. C'est vrai que moi, mon travail, il paraît novateur, mais en fait, il ne l'est absolument pas. J'ai l'impression d'arriver dans une lignée d'autres femmes qui ont fait ce travail-là bien avant moi. Et je pense évidemment à toutes les profs que j'ai eues à la fac et pendant mon doctorat qui m'ont encouragée à réfléchir en fait à ces questions de regard et de désir. Et j'ai quand même une pensée aussi pour mon directeur de thèse qui était extrêmement misogyne et qui m'avait dit au moment de ma soutenance que j'avais une grande carrière qui m'attendait dans l'événementiel, et finalement on y est. Donc je pense quand même à toutes ceux et à toutes celles qui sont en ce moment en thèse, comme Mariette, et je sais à quel point c'est difficile en fait d'aller jusqu'au bout d'une idée, surtout quand on propose des perspectives féministes et queer qui ne sont pas toujours bien reçues, surtout en France. Et donc voilà, je pense que Geneviève Fraisse, la philosophe, quand elle parle de cette notion d'historicité, mais aussi d'effacement en fait du travail des autres, il me paraît important que même si j'essaye de charger la notion de regard féminin avec mes propres mots, j'ai pas du tout envie d'effacer en fait le travail de toutes celles, de toutes celles, j'allais dire toutes celles et tous ceux, mais non, en fait c'est vraiment que des femmes, donc de toutes celles qui ont infusé mes propres questionnements et mes propres livre. Donc j'ai écrit ce livre qui s'appelle Le regard féminin. Je vais vous dire pourquoi je l'ai écrit en fait. Je faisais ma recherche sur la représentation des sexualités féminines dans les séries. Donc pendant plusieurs années, j'ai regardé que des scènes de sexe et je vais vous en montrer aussi quelques-unes aujourd'hui pour réchauffer un peu cette salle. Mais plus je regardais ces scènes de sexe, plus je me posais la question du point de vue, plus je me posais la question de ce qui n'était pas représenté. Et quand j'ai terminé l'écriture de ce livre qui s'appelait Sex and the Series, je me suis dit qu'il y avait certaines scènes de sexe où j'avais l'impression de me sentir convoquée corporellement. Et ce n'était pas qu'une question d'excitation, c'était avoir l'impression de partager l'expérience des personnages féminins. Et je me suis beaucoup interrogée en fait sur la fabrication de mon propre désir et cette idée en fait qu'on fait les choses naturellement et de me rendre compte non en fait on fait beaucoup les choses par reproduction et c'est pour ça que j'ai commencé à réfléchir au regard féminin. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose de là qui était pas du tout théorisé ni en études cinématographiques ni en philosophie. Et j'avais besoin en fait de m'interroger sur comment est-ce que les images nous apprennent à désirer. Et ce dont je me suis rendu compte, et un peu une des conclusions aussi de mon livre, c'est que les codes cinématographiques, celles qui ont le plus, à mon sens, renouvelé les codes cinématographiques, l'ont toujours fait quand elles avaient envie d'exprimer un désir très puissant. Et le fait de vouloir exprimer un désir féminin a changé l'histoire du cinéma. Et quand j'ai commencé aussi à faire cette recherche pour le regard féminin, je me suis rendu compte que j'avais quand même fait une thèse dans une grande fac, à NYU, qui est quand même méga reconnue, et on m'avait jamais enseigné les femmes cinéastes. Et je me suis interrogée sur la manière dont moi, en fait, j'enseignais et le corpus que j'avais élaboré pour mes étudiants, semestre après semestre, et je me suis rendu compte que moi non plus, je n'enseignais pas les femmes. Et j'ai commencé à me poser la question de l'effacement de certains noms de l'histoire et comment je pense qu'on a une responsabilité en fait individuelle, mais même dans notre travail, mais aussi dans notre vie de spectateur-spectatrice, d'aller vers des œuvres et de mettre en lumière des œuvres qui sont effacées. Et pourquoi est-ce qu'elles sont effacées ? C'est pour la simple raison qu'elles ont été réalisées par des femmes. Et ça, c'est très difficile à comprendre, mais c'est quand même ce qui se passe. Et c'est quand même... Et cette misogynie et ce sexisme, en fait, il est à l'œuvre tous les jours. Et c'est pour ça que ma perspective, elle est historique aussi dans le regard féminin, parce que cet effacement, il est constant, et c'est pour ça, encore une fois, qu'il faut parler d'historicité, parce que c'est toujours un renouvellement, et quand moi j'ai l'impression de
découvrir des cinéastes dont j'ai jamais entendu parler. En fait, elles ont été découvertes avant moi par d'autres chercheuses, mais le problème, c'est que j'ai pas eu accès à ces chercheuses, parce que ces chercheuses, c'est vraiment difficile à dire, quoi, ne m'ont jamais été, à mon tour, enseignées, et donc de toujours reformater ce qu'on reçoit, en fait, comme éducation, mais même notre grille de lecture de ce qui est considéré comme étant une grande femme ou une grande œuvre. On a vu dans le diaporama que beaucoup avaient été célébrés en recevant des prix, et c'est vrai que c'est important de réfléchir à la symbolique de la Palme d'Or, voilà, de toutes ces récompenses, mais il faut aussi comprendre que ces récompenses-là, elles sont toujours en train d'invisibiliser d'autres personnes, et notamment les personnes les plus minorisées, qui sont les personnes racisées, et que ces personnes-là manquent encore beaucoup dans notre histoire. Et c'est aussi un biais dont moi je me suis rendu compte à la fin de mon livre, c'est que j'avais pas fait assez de recherche aussi en réfléchissant de manière intersectionnelle, donc de penser pas que au genre, mais aussi à la classe et aux questions raciales, pour se rendre compte que notre histoire, elle est faite de pleine de trous, alors qu'en fait, il y a des personnes qui ont fait des grandes œuvres, et que c'est aussi à nous de se poser la question de quelles œuvres arrivent jusqu'à nous et quelles œuvres, en fait, on a envie de transmettre aux autres. Donc, pourquoi j'ai appelé mon livre « Le regard féminin » ? Ça m'a beaucoup été reproché. Pourquoi pas le regard féministe ou le regard queer, et c'est des questions que je me pose encore. Mais j'ai voulu, avec ce livre, juste en fait, poser une réflexion que j'avais et laisser d'autres personnes s'emparer de ce terme. Et moi-même, je suis encore aujourd'hui pas totalement à l'aise avec cette notion de féminin, mais pourtant, elle me travaille et elle est encore à l'œuvre. Et la première raison pour laquelle j'ai choisi de parler de regard féminin, c'était pour être dans la continuité du travail de Laura Mulvey, donc, qui écrit en 1975 un texte dans une revue qui s'appelle Screen, un texte qui s'appelle « Plaisir visuel et cinéma narratif ». Et c'est important même de juste réfléchir à comment moi j'ai eu accès à ce texte. J'ai eu accès à ce texte quand j'étais à la fac, et on me l'a donné en polycopié. Et c'était vraiment un truc déjà qui circulait un peu de manière pirate. Ce texte, il a été publié et traduit en français en 2018. Et donc, quand on se pose des questions sur pourquoi est-ce que les études de genre en France, parfois, il y a un tel décalage, c'est aussi parce que certains textes fondateurs ont pris énormément de temps à être traduits, que ce soit les textes de Laura Mulvey ou que ce soit les textes de Judith Butler. Et ce texte, pour moi, il a été fondateur quand je l'ai lu, parce que, je vais citer Laura Mulvey, le cinéma interroge les façons dont l'inconscient, façonné par l'ordre dominant, structure les façons de voir et le plaisir éprouvé à regarder. Les films grand public ont codé l'érotisme selon le langage de l'ordre patriarcal dominant. Et Laura Mulvey, dans cet article-là, elle s'interroge spécifiquement en fait, sur le cinéma hollywoodien dominant des années 40, 50 et 60, et ce dont elle se rend compte, c'est que l'érotisme est codé visuellement par des choses extrêmement précises qui nous indiquent à nous, spectateurs, spectatrices, quand on regarde une image, que ce corps-là est désirable. Donc, et ça paraît aujourd'hui peut-être limpide, mais en fait c'est la première à avoir repéré ces codes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces codes vont être reproduits à l'infini, que ce soit dans le cinéma dominant, mais donc mainstream, ou que ce soit dans le cinéma indépendant, que ce soit dans la pornographie, que ce soit dans les séries télé. Ça va toujours être les mêmes codes visuels de langage qui nous indiquent qu'un corps est désirable. Je cite Laura Mulvey une deuxième fois, où elle dit « Traditionnellement, l'exhibition de la femme fonctionne à deux niveaux, comme objet érotique pour les personnages à l'intérieur du scénario et comme objet érotique pour le spectateur à l'intérieur de la salle de cinéma, dans une tension continue entre les regards situés de la part et d'autre de l'écran. » Laura Mulvey, elle utilise un cadre théorique qui se base sur la psychanalyse pour expliquer que le désir se travaille en fait en forme de triangle, et que donc nous, spectateurs, spectatrices, on s'identifie au regard de la caméra, et que le regard de la caméra se fait le relais du regard du héros. Et que le héros, lorsqu'il désire un corps évidemment féminin, il le fait à travers l'objectification de ce corps. Donc ce corps va être filmé comme un objet, et c'est ce qui nous indique, à nous, spectateurs, spectatrices, que ce corps est désirable. Je vais vous montrer un premier extrait donc, de James Bond, du James Bond de 2002. Quand on parle de regard masculin, donc de male gaze, il faut bien comprendre que le but n'est pas d'éradiquer le regard masculin et qu'on a le droit de prendre beaucoup de plaisir en regardant à travers ce regard masculin.
Ce que j'essaye de montrer, c'est que ce regard masculin, il est juste omniprésent. Et on s'est tellement habitué à ce regard-là qu'on ne le questionne plus. Et donc là, ce qu'on voit, en fait, c'est une double ouverture à l'iris. Donc c'est les deux cercles comme ça, qui nous indiquent qu'on regarde à travers des jumelles. Et là, ce que ça nous indique à nous, spectateurs, spectatrices, c'est que la femme, le personnage féminin, ne sait pas qu'elle est regardée. Ce que Laura Mulvey décrit, c'est le principe de scopophilie, qui vient donc de Freud, qui explique le plaisir du voyeur et qu'on prend à regarder les femmes comme voyeurs. Et ça, c'est un code visuel qui va revenir tout le temps, de regarder la femme à son insu et donc de la regarder comme objet. Alors vous allez me dire, oui, mais Daniel Craig aussi, dans d'autres James Bond, on le filme en maillot de bain. C'est vrai, on le voit torse nu en maillot de bain, mais le cadre s'arrête là. D'accord ? Alors, si vraiment on voulait être dans une notion égalitaire, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le même code visuel, c'est-à-dire un hop de Daniel Craig ? Peut-être que certaines ou certains d'entre vous ne seraient pas contre ça. Mais l'idée, c'est pas juste de renverser cette image de la James Bond girl avec un James Bond qui serait érotisé. Pourquoi pas ? Ça changerait sûrement un imaginaire. Mais c'est pas exactement la notion qui m'intéresse. J'aimerais vous donner un autre exemple, en fait, de Jeune et jolie, et on peut lancer l'extrait tout de suite, qui vous montre que... Je vous montre un extrait du James Bond, mais je vous montre aussi un cinéaste français qui est considéré comme un cinéaste queer, qui fait ce film en 2013, qui est présenté à Cannes, et qui... Je vous montre la première scène du film. Donc on voit bien qu'en fait, ces codes-là, de filmer les femmes à leur insu, du prendre du plaisir en les regardant comme des corps sexualisés, et aussi de les montrer... nus, toujours filmés comme un objet, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Et qui revient même, voilà, par exemple, ça c'est Cate Blanchett, on est à une cérémonie des Oscars, et elle dit « Do you do this to the guys ?» Est-ce que vous faites ça aux hommes ? C'est-à-dire que même dans quelque chose qui peut nous paraître insignifiant, c'est-à-dire un red carpet à une cérémonie, ce panorama vertical de haut en bas indique en fait aux personnes qui regardent leur télé que cette personne-là est désirable. Et en fait, c'est le fait que ces codes visuels, on ne les interroge même plus. C'est-à-dire que si vous voyez une femme rentrer et qu'il y a un ralenti et qu'il y a ses cheveux qui vont vers l'arrière, vous allez vous dire que cette femme est belle. Mais en fait, pourquoi ? D'avoir de l'air dans les cheveux, ça ne nous rend pas jolis. Mais ça va être un code visuel extrêmement spécifique auquel on est tellement habitué que nous, on va tout de suite ressentir de l'attirance pour ce personnage-là. Et en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on va apprendre à désirer à travers la domination. Donc, pour résumer le male gaze, et évidemment, je vous invite à lire le texte de Laura Mulvey, j'essaie juste d'en faire un résumé court, c'est que l'homme est projeté en observateur de la femme et que lui est sujet de l'action quand cette dernière est observée et passive. Donc souvent, les codes, c'est les gros plans qui morcellent le corps féminin, alors que le système des champs contre champs propose la femme comme objet du regard de l'homme et non comme sujet. Le spectateur prend un plaisir voyeuriste à regarder la femme à travers le regard de l'acteur auquel il s'identifie, et la femme est représentée soit de manière fétichisée, soit de manière sombre, dénigrement ou mise en valeur d'un mystère féminin. Il faut aussi rappeler que le regard masculin, ça n'est pas qu'une question du genre de la personne qui filme, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes un homme et que vous êtes cinéaste que vous allez filmer forcément les femmes comme des objets érotiques. De la même manière, ce n'est pas parce que vous êtes une femme cinéaste que vous allez être une femme féministe ou une femme qui va filmer les femmes de manière comme des sujets et non plus comme des objets. Je ne vais pas vous montrer des scènes de 50 Shades of Grey, mais c'est pour vous donner un exemple d'une femme cinéaste, donc, qui s'appelle Samantha Taylor Johnson, qui adapte le best-seller, et la manière dont elle l'adapte, c'est toujours en montrant Anastasia Steele en fait comme un objet de désir, alors qu'elle-même dans le roman devient sujet. C'est une autre question. J'aimerais quand même rappeler quelques chiffres en France, parce que moi, c'est vrai, ce qui m'intéresse, c'est la mise en scène des corps, et donc c'est des questions de cinéma, mais c'est toujours intéressant de voir qu'en fait, la mise en scène est souvent liée à l'industrie. Et donc, quand on pense, par exemple, on dit qu'on a beaucoup de femmes cinéastes en France, c'est vrai, on en a 23%, c'est un des chiffres les plus hauts en Europe, mais 50% des étudiants en cinéma sont des femmes. Et ça, c'est partout aussi en Europe. Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, en 2021, si on regarde statistiquement,
on a environ 50% de femmes dans les écoles de cinéma. Premier court-métrage, on a environ 30% de femmes qui réalisent, et premier long-métrage, on arrive à 23%. Celle qui arrive à devenir réalisatrice, l'écart de salaire sera donc de 42% entre une femme cinéaste et un homme cinéaste. Et à la télévision française, seulement 12% des fictions diffusées entre 2008 et 2018 étaient réalisées par des femmes. Alors, vous allez me dire, effectivement, ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on va forcément changer de regard et ne pas être nous-mêmes pétris de stéréotypes, mais c'est quand même criant de voir à quel point les femmes, encore aujourd'hui, ne font pas nos images et ne façonnent pas nos imaginaires. C'est difficile, en fait, d'avoir aussi accès aux statistiques en France, notamment pour toutes les questions de minorités ethniques, puisque vous savez que c'est interdit, le CSA l'interdit, mais on a des statistiques aux États-Unis qui nous montrent aussi une corrélation directe, en fait, entre les personnes qui créent et les images qu'on voit. C'est-à-dire que plus on va avoir de femmes qui réalisent, plus on va avoir de personnages féminins qui parlent, parce que c'est une chose d'avoir des personnages féminins, faut-il encore qu'elles aient quelque chose à dire. De la même manière, plus une salle d'écriture va être inclusive, plus les représentations vont être inclusives. Donc le regard masculin, c'est le regard majoritaire, c'est lui qui façonne notre culture, et dès notre enfance, on voit des films où les personnages féminins ne parlent pas, n'ont pas d'autre fonction que de donner du plaisir aux hommes, et dont leurs corps sont sexualisés. On grandit avec ces images, on apprend à travers elles que le corps des femmes a moins de valeur que le corps des hommes. Ça, c'est pour vous montrer une image d'une super-héroïne, mais qui est quand même filmée, pas comme une super-héroïne. J'ai écrit ce petit livre dont on parlait tout à l'heure, qui est presque un guide pour les adolescents et les adolescentes, parce que je me suis rendu compte à la sortie du regard féminin que oui, en fait, la dimension de l'éducation, elle est tellement importante, et j'ai écrit un livre qui s'adresse aux 12-16 ans, parce que déjà, je pense que cette génération est beaucoup plus en connexion, en fait, avec tous ces thèmes liés au sexisme et au racisme, mais c'était aussi important de l'illustrer et de donner aussi quelques statistiques. Et c'est ce que je vous disais avant, lorsqu'une femme est créatrice ou co-créatrice d'une série, 49% des personnages principaux seront des femmes. Et si les hommes sont aux commandes, on tombe à 33%. Donc voilà, c'est des chiffres qui sont importants, et il faut évidemment penser à la mise en scène et aux représentations. Et aux États-Unis, il y a un test qui a été inventé par Alison Bechdel, qui est donc une femme bédéaste qui a fait une BD dans laquelle il y avait juste une planche où on voyait deux amis qui allaient au cinéma et qui se posaient la question de quoi voir au cinéma. Et elle voulait voir un film où il y avait deux personnages féminins qui avaient un prénom, qui se parlaient d'autre chose que d'un personnage masculin. Et ça peut paraître peut-être futile, ce test, parce que c'est trois questions très simples, mais on se rend compte que la plupart des films et des séries ne passent pas le test de Bechdel. Donc selon le site bechdel.com, 40% des films échouent au test, mais le chiffre tombe à 4% lorsqu'il s'agit de longs métrages dirigés par des réalisatrices. Je vais vous donner un exemple. Vous avez peut-être vu la série Lupin sur Netflix. Vous voyez à peu près ce que c'est. Bon, alors tout le monde va s'extasier en se disant Lupin, c'est génial, carton Netflix à l'international. Dans Lupin, ça ne passe pas le test de Bechdel. C'est-à-dire que si vous regardez Lupin, vous passez 6 heures à regarder quoi ? Il y a deux personnages féminins, la femme de Lupin, qui est donc infirmière, et l'amoureuse de Lupin, qui est la méchante jalouse de la femme et qui lui demande de voler son collier. Et pendant 6 heures, à aucun moment, on va avoir deux personnages féminins nommés qui vont se parler entre elles. Ça veut dire que la majorité des séries et des films qu'on regarde ne nous montrent jamais deux personnages féminins qui parlent d'autre chose que d'un homme. Et en fait, c'est assez désespérant quand on réfléchit à ça et qu'on commence à regarder les films à travers ce prisme. Et le test de Bechdel, c'est pas pour enfermer en fait les œuvres, c'est juste pour qu'on se rende compte d'à quel point cette industrie est sexiste. Et quand je parle en fait à des scénaristes, je pense que de se poser cette question-là,
de regarder quelles sont les interactions qu'on donne aux personnages féminins, nous raconte beaucoup, en fait, de notre rapport au monde et aussi des automatismes qui sont intégrés dans nos fictions. J'en arrive donc au regard féminin. Voici la définition que j'essaye d'en donner. Donc c'est un regard qui nous fait ressentir l'expérience d'un corps féminin à l'écran. Ce n'est pas un regard créé par des artistes femmes, c'est un regard qui adopte le point de vue d'un personnage féminin pour épouser son expérience. Le regard féminin, c'est le fait de partager l'expérience d'une héroïne, être dans sa tête, dans son corps, et avoir l'impression de ressentir les choses avec elle. La manière dont j'ai choisi le corpus de ce livre allait à l'encontre de toute ma formation universitaire. C'est-à-dire que j'ai choisi de faire confiance à mon corps avant de faire confiance à ma tête. Et donc, je regardais des œuvres et la question que je me posais, c'est est-ce que je me sens convoquée par l'image? Est-ce que je me sens habitée par une expérience? Est-ce que je ressens quelque chose en regardant le personnage féminin à l'écran? Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que la plupart des films qui avaient des héroïnes, donc dont le personnage principal était une femme, le regardaient toujours à distance. Et que même si on regarde le cinéma hollywoodien des années 30, où il y a beaucoup de films avec des héroïnes et des femmes très fortes, eh bien, je peux être en admiration face à ces héroïnes, mais je n'ai jamais accès à ce qu'elles vivent dans leur corps. Et donc, pour réfléchir en fait à cette expérience incarnée, je me butais en fait avec l'appareil théorique que Laura Mulvey utilisait, parce que si je restais dans l'appareil théorique de la psychanalyse, je n'avais pas accès en fait à cette notion de corporéité. Et donc, pour le regard féminin, j'ai décidé de me tourner plutôt vers la philosophie et Merleau-Ponty et la phénoménologie pour réfléchir à l'expérience du vécu et pour essayer de réfléchir aux images comme quelque chose, de voir ce qu'une héroïne vit comme expérience, mais de se dire aussi que notre expérience de spectateur et spectatrice, elle peut être incarnée. Et quand je suis rentrée en France après mon doctorat, j'ai commencé à écrire des textes critiques. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qu'on ne devait jamais faire, parler de ce qu'on ressentait corporellement face à un film. Et qu'il y avait une espèce de mépris quand on dit « Ah, je me suis évanouie au cinéma » ou « J'ai pleuré » ou parler en fait des états de son corps, c'était quelque chose qui n'existait pas dans la critique française. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose là en fait à creuser, parce que pourquoi est-ce que finalement ce qu'on ressent dans une salle et l'émotion qu'on a corporelle, c'est pas quelque chose qui pourrait avoir de la valeur? C'est-à-dire que le cinéma français, il est tellement empreint d'une tradition liée à la nouvelle vague, qui est aussi beaucoup une tradition où on se fait des clins d'œil, où il y a des références qu'on doit capter. Et c'est vrai que quand on comprend la référence, eh bien on se sent valorisé, mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement excluant. Et donc de renverser en fait même des principes de valeur de ce que c'est qu'un bon film, et de se dire que peut-être qu'un bon film c'est quelque chose qui peut nous faire ressentir une expérience corporelle. Je pense que tout ça participe à la même chose, c'est de réfléchir en fait aux choses qui sont considérées comme faisant du bon cinéma ou du mauvais cinéma. Et le regard féminin, c'est pas pour donner des bons points et dire ce film-là est meilleur parce qu'on montre une expérience féminine et ce film-là est pas bien parce qu'il filme les femmes comme des objets. C'est d'essayer de réfléchir à un système de valeurs de manière globale et de se dire que c'est pas une question de bonne ou mauvaise représentation, mais de représentation qui nous manque encore. Et par exemple, quand je suis allée voir Wonder Woman, je me souviens très bien, je suis allée le voir à Paris au MK2 Bibliothèque en 2017, et les 20 premières minutes du film, on ne voit pas d'homme. Et c'était génial. Je veux dire, je m'en étais même pas rendu compte jusqu'à ce qu'un homme parle, mais les 20 premières minutes du film, donc c'est une utopie évidemment, on est sur une île où il n'y a que des femmes guerrières, et en fait de voir que des femmes fendre les airs, se parler entre elles, jamais d'hommes, mais de stratégie, j'ai trouvé ça extrêmement jouissif. Et je me souviens que dans la salle, j'ai vraiment eu une expérience corporelle de voir toutes ces femmes ensemble cavaler, se battre et apprendre à se battre. Et je me suis dit que si j'avais vu ce film enfant, peut-être que ça aurait eu un impact sur moi. Et ce qui m'intéresse, c'est que l'année suivante, on voit au moment de Halloween beaucoup de petites filles et quelques petits garçons qui se déguisent en Wonder Woman
Et vous allez me dire, mais oui, mais Wonder Woman, c'est peut-être pas féministe, parce qu'elle se bat quand même avec des cuissardes et une mini-jupe et un bustier, et c'est Gal Gadot qui interprète Wonder Woman. Mais je vais vous dire quelque chose, ce qui m'intéresse, c'est la mise en scène de ce corps-là. Et c'est que quand Wonder Woman, elle arrive dans un plan, elle va jamais être filmée de haut en bas comme ça. On va toujours accompagner le corps qui est un corps en mouvement. Et c'est autre chose aussi de réaliser que le corps en mouvement, en fait, c'est assez rare parce que la plupart de nos héroïnes restent figées. Le regard féminin, c'est aussi Titanic de James Cameron. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on réfléchit à Titanic d'un point de vue du regard féminin, on se rend compte que la structure du film, c'est le flashback. Et c'est la voix off de Rose, donc l'héroïne, qui est très âgée, qui va nous raconter son histoire, qui va nous mettre dans son corps et dans son expérience. C'est évidemment pour moi aussi un grand film féministe parce que c'est un film qui réfléchit au rôle et au rôle genré. Et la scène de sexe du film, en fait, cette main, elle n'appartient pas à Rose, mais à Leonardo DiCaprio, puisqu'il y a tout un échange de rôles, même dans la scène de sexe. Et de penser en fait à Titanic comme du regard féminin, c'est important parce que ça nous permet de se dire que le regard féminin, ça n'est pas réservé à certaines femmes cinéastes féministes oubliées, mais ça peut aussi être des blockbusters et générer beaucoup d'argent. Mais qui a commencé tout ça ? C'est évidemment Alice Guy, on l'a vu rapidement dans le diaporama. Alors Alice Guy, en fait, c'est quand même la première à réaliser un film de fiction. Donc il faut quand même se dire que pendant que les frères Lumière étaient en train de filmer des trains qui arrivaient dans une gare, elle s'est dit qu'elle allait filmer autre chose. Et son premier film s'appelle La fée aux choux, et on voit une fée qui sort des petits garçons des choux. Alors, Alice Guy, qui c'était ? C'était une secrétaire, c'était la secrétaire de Léon Gaumont, et elle lui a demandé si elle pouvait utiliser une caméra pour faire un film. Et il lui a dit oui, mais seulement après vos heures de travail, quand vous avez fait tout le courrier. Et cette jeune femme a compris que, en fait, la caméra, c'était pas là juste pour capter le réel, mais que c'était aussi là pour transformer le réel. Et Alice Guy s'intéressait en fait aux questions de genre depuis le début. En 1906, par exemple, elle fait un film qui s'appelle « Les conséquences du féminisme », où on voit que des hommes qui font les tâches ménagères et que des femmes qui fument des grandes clopes et qui lisent le journal. Et ça, je veux dire, c'est génial, parce que quand on pense que les films féministes, c'est vraiment un truc d'aujourd'hui, qu'on nous appelle, tu vois, les néo-féministes, en fait, non, les féministes ont toujours existé, et les films féministes sont, en fait, même à l'origine du cinéma. Parce que La fée aux choux, de penser que les garçons sortent des choux et les filles des roses, c'est déjà évidemment une réflexion autour du genre. Alice Guy, qu'est-ce qui se passe ? Bon, elle comprend qu'elle a envie de faire des films. Elle épouse un homme, elle le suit aux États-Unis, ils montent un studio ensemble qui s'appelle Solax. Le studio prend feu, elle perd la plupart des films qu'elle avait fait, elle en a fait plus d'une centaine. Et là, elle se rend compte que Hervé Blaché la trompe. Elle décide de le quitter, elle retourne en France avec ses 2 enfants sous le bras, et quand elle rentre en France, elle se rend compte que son nom a été déjà effacé de l'histoire du cinéma. Et c'est terrible, parce qu'en fait, de son vivant, elle va voir qu'elle a déjà été oubliée, alors que c'est elle qui a inventé la fiction. C'est aussi elle qui a fait un film avec que des acteurs noirs, qui s'appelle A Fool and His Money. Et pourquoi est-ce qu'elle a fait ce premier film avec que des acteurs noirs ? C'est parce que en fait, un des acteurs blancs ne voulait pas tourner avec un des acteurs noirs, et donc elle a décidé de le virer. Donc voilà, c'est quand même des personnes qui déjà réfléchissent aux questions de sexisme et de racisme, et malheureusement, elle a été oubliée. Et il y a eu un documentaire qui a été fait sur elle par une femme qui s'appelle Pamela Green, et le documentaire s'intitule « Be Natural », parce que c'est la première à avoir dit à ses acteurs qu'il fallait être naturel, en fait, dans leur jeu. Beaucoup de portables ce soir, beaucoup de petites musiques pour Alice Guy. On préférait un peu la bande-son d'avant. Mais voilà, donc moi, si j'essaye de dater en fait le regard féminin, j'utilise en fait le film Madame a des envies, qui a été fait en 1906. Et il y a une universitaire américaine qui s'appelle Alison McLahan qui a dit que en fait, Alice Guy était la première à avoir utilisé le gros plan à des fins dramatiques. Et en fait, c'est un film complètement subversif encore aujourd'hui, parce qu'en fait, on voit une femme enceinte qui assume ses envies de mettre des objets phalliques dans sa bouche. Donc le film commence, on la voit qui vole une sucette à une petite fille, on la voit qui pousse son mari,
On la voit qui, en fait, vole, picole, fume et met des objets comme une sucette dans sa bouche pour se faire plaisir. Et ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est que on passe en fait à des plans larges, à des plans rapprochés, et c'est toujours c'est le même code cinématographique qui s'installe, c'est-à-dire que le gros plan est utilisé qu'au moment où l'héroïne met quelque chose dans sa bouche. Et ce que ça provoque, en fait, cette utilisation du gros plan, c'est que nous, on va ressentir le plaisir pris par l'héroïne à mettre cette chose dans sa bouche. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer en 2021 de voir une femme enceinte qui mettrait des objets phalliques dans sa bouche et qui ferait un grand sourire. Je ne pense qu'on ne pourrait pas la voir. Donc, Alice Guy revient en France et là, elle lit dans le journal que Germaine Dulac est la première femme cinéaste au monde. Elle est un peu fâchée, elle écrit à Gaumont, elle dit « c'est pas possible ». Ils lui disent que dans la deuxième version du livre qu'ils sont en train d'écrire sur l'histoire du cinéma, ils vont remettre son nom. Elle dit « mais moi j'aimerais bien recommencer à faire des films en France ». Et là, personne ne veut lui donner de l'argent. Et donc elle meurt sans un sou en pensant qu'elle a été effacée de l'histoire. Heureusement que d'autres après ont pris le relais. Mais Germaine Dulac va donc être considérée pendant un moment comme la première femme cinéaste. Et Germaine Dulac, c'est quelqu'un d'extraordinaire, que j'ai découvert tardivement, qui est non seulement une grande réalisatrice, mais qui est aussi une grande théoricienne. Et moi, quand j'ai pris des cours de cinéma à la fac, on m'a toujours dit que la question « qu'est-ce que le cinéma ?» c'était André Bazin qui se l'était posée dans les années 50. Eh bien non, Germaine Dulac s'était déjà posé la question dans les années 20, seulement on n'avait pas ses écrits. Et il a fallu l'année dernière pour que ces écrits soient publiés. Donc c'est pour vous dire que cette histoire d'invisibilisation, c'est perpétuel. Et comment est-ce qu'on arrive à avoir un livre en 2020 où on a les écrits théoriques de Germaine Dulac sur le cinéma, où elle se pose la question de qu'est-ce que le cinéma ? C'est parce que la femme de Germaine Dulac, parce qu'elle était lesbienne, Marianne Colvin, a recueilli en fait tous ces textes, les a mis dans des archives, et une autre femme qui s'appelle Tammy Williams, qui est une universitaire américaine, a eu accès à ces archives et s'est dit il faut absolument les publier. Et Germaine Dulac est aussi la première femme, et la première tout court, à avoir fait un film surréaliste qui s'appelle La coquille et le clergyman. Et on dit toujours que le premier film surréaliste, c'est Buñuel. Eh bien non, c'est elle avant lui, une année avant. Évidemment, Dulac et Buñuel, en plus, communiquaient, étaient amis, et Buñuel a toujours cité Germaine Dulac aussi comme une de ses références. Malheureusement, c'est toujours Buñuel qu'on cite, et moi qu'on m'a aussi enseigné. Et j'aimerais montrer un extrait d'un film qui s'appelle La souriante Madame Bedet, qui parle, en fait, qu'elle réalise en 1923, et qui parle de l'enfer du mariage hétérosexuel. Alors, je ne vais pas vous divulgacher la fin du film pour savoir si elle réussit à le tuer ou non. Mais moi, ce qui me fascine, en fait, c'est la manière dont elle réfléchit à comment utiliser les surimpressions, mais aussi le découpage, pour montrer, en fait, l'enfermement de cette femme dans ce mariage bourgeois. Et c'est vraiment une vraie critique, en fait, de la bourgeoisie et aussi de l'enfermement des femmes. Et tout le film est sur cet homme qui s'intéresse pas à sa femme et elle doit le subir et elle doit se battre en fait pour essayer d'aller voir une pièce de théâtre et lui ne veut pas et c'est sur comment en fait le désir féminin, mais pas que le désir sexuel en fait, même le désir d'émancipation, mais même aussi d'avoir accès à certaines œuvres, est un combat du quotidien. Cette idée en fait de toujours inventer des choses de la forme filmique pour s'approcher du désir. C'est aussi le cas de Dorothy Arzner, qui est la seule femme à réaliser des films pendant cette période des grands studios hollywoodiens aux États-Unis. Et elle tourne en The Wild Party en 1929 avec une comédienne qui s'appelle Clara Bow. Et en fait, cette comédienne bouge trop vite. Et donc son corps, littéralement, est en mouvement trop rapide pour capter le son. Et là, Dorothy Arzner va se dire qu'il va falloir inventer quelque chose pour ne pas perdre en fait, la fluidité du mouvement. Elle va inventer la perche. Et en fait, littéralement, elle va prendre une canne à pêche et elle va mettre un micro au bout pour pouvoir suivre à quel point en fait, sa comédienne bouge sur le décor. Et
en fait, on le voit là, que ce soit l'utilisation du gros plan à des fins dramatiques pour qu'on puisse ressentir quelque chose, que ce soit dans en fait, l'utilisation du surréalisme et les rêves et les surimpressions et les découpages, que ce soit en fait, dans l'invention de la perche, à chaque fois, ce sont des cinéastes femmes qui ont voulu s'approcher au plus près des expériences du féminin et du corps féminin. Et quand je dis corps féminin, je parle de corps féminin comme corps social, biologique ou collectif. Et pourquoi j'ai utilisé ce terme de féminin? Évidemment, c'était en référence à Laura Mulvey, mais c'est aussi que je me suis rendu compte que toutes les expériences qui sont liées au féminin n'étaient considérées comme n'ayant pas de valeur et donc n'étaient jamais représentées. Par exemple, moi j'ai accouché il y a donc 2 ans, samedi ça fera 2 ans, et quand j'ai accouché, j'ai passé quand même 9 mois à me dire j'ai aucune idée de ce que c'est que d'accoucher. Et vraiment, j'ai passé des heures à googler le truc, à regarder des vidéos sur YouTube, à regarder des films en me disant mais qu'est-ce que c'est que l'expérience de l'accouchement, et à ne jamais trouver quelque chose en fait qui soit proche de cette expérience-là. Et souvent, en fait, c'était même tourné en ridicule. Donc, je regardais en mode Cloque d'emploi de Judd Apatow, où il y a une scène d'accouchement avec un très gros plan, en fait, de l'enfant qui sort, mais c'est évidemment tourné en ridicule, c'est quelque chose qu'on doit rire, c'est quelque chose de grotesque. Et c'est vrai que le cinéma d'horreur, Alien, ne parle que de ça, mais il n'y avait pas de choses en fait qui s'approchaient vraiment de cette expérience-là et qu'il fallait se tourner vers des documentaires. Et un documentaire très beau de Yann Lemasson qui a été fait en 1980 où j'ai pu voir pour la première fois une scène d'accouchement qui me paraissait à peu près réaliste. Alors vous allez me dire que c'est peut-être pas quelque chose qu'on a envie de voir sur nos écrans, et d'ailleurs j'ai pas choisi cet extrait qui est très graphique, mais il me semble qu'il y a quelque chose en fait dans cet effacement du corps aussi biologique, mais pas que l'accouchement, le fait par exemple d'avoir ses règles, c'est-à-dire qu'on voit quand même des héroïnes de série, on les voit pendant 10 saisons, ça veut dire qu'on passe environ 80 heures avec elles, elles n'ont jamais leurs règles. C'est quand même dingue, c'est genre 8 années de leur vie, jamais leurs règles. Ou de la même manière, la ménopause n'est jamais représentée. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on représente la ménopause ? Il y a des gestes du quotidien, en fait, qui sont associés à ça et auxquels on ne réfléchit jamais. Et je pense que toutes ces choses qui sont liées, en fait, au corps féminin, au fluide, sont des choses qu'on a du mal à se représenter en grandissant comme une petite fille, mais aussi, on n'apprend pas que ça a de la valeur de traverser ces expériences-là. Et donc, les hommes aussi s'en désintéressent, ou en tout cas se disent « ça ne me concerne pas, je n'en sais rien ». Bon. Donc tout ça participe à une invisibilisation de ces expériences-là, mais aussi à un manque de valeur. Et je parle aussi de corps social, parce que par exemple, l'expérience d'avoir peur le soir en rentrant dans la rue, ou l'expérience de ne pas savoir ce que c'est que de vivre dans un espace de la ville, ou le fait de savoir ce que c'est que le harcèlement. Il faut savoir que 100% des femmes en Île-de-France ont été harcelées dans les transports en commun. Toutes ces expériences-là qui sont le corps social m'interroge sur pourquoi est-ce que c'est trop rarement représenté. Et les séries, je pense, prennent ça en compte de plus en plus, que ce soit dans des séries comme Betty, qui sont sur une série adolescente, où on voit 6 adolescentes qui font du skate. Vous êtes donc des skateboards dans un skatepark, vous allez me dire, bon, ça n'a rien d'extraordinaire. En fait, si, c'est extraordinaire, parce qu'on voit un groupe de jeunes femmes qui se réapproprient un espace public. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit jamais. Et en fait, ce sont des stratégies d'émancipation, de réfléchir à comment on vit dans l'espace public et l'espace de la ville. Et je reprends l'expression corps collectif, qui est en fait une expression de Geneviève Fraisse, où elle explique que le corps collectif, ce n'est pas une addition de 1 plus 1 plus 1 corps, mais c'est de réfléchir à ce qu'on peut faire tout ensemble. Et MeToo, évidemment, participe à ça. C'est-à-dire que MeToo, ce qui est intéressant, ce n'est pas l'addition de toutes les prises de parole, mais c'est de voir comment la notion de sororité, tout d'un coup, peut faire basculer la société entièrement. Et peut-être qu'on pourra reparler de MeToo plus tard, mais je pense que cette expérience du collectif et cette notion de sororité, de l'avoir incarnée en fait à l'écran dans des séries comme Big Little Lies, c'est hyper important parce qu'en fait, la sororité est évidemment un geste politique. Et c'est pas juste être copine avec d'autres femmes, c'est de réfléchir à la sororité comme outil stratégique, politique pour démanteler le patriarcat. Et donc là, vous allez me dire que je suis en train de faire un discours politique, mais évidemment que c'est un discours politique. Parce qu'il n'y a qu'à travers la sororité qui est vraiment la meilleure arme pour réfléchir à comment inverser
la domination. Alors là, on va passer à une scène de sexe, sans transition, parce que il me semble aussi que pour réfléchir en fait à la question de la domination et à la question du désir, à la question du regard, il faut se poser la question de comment les scènes de sexe sont filmées. Alors, réfléchissez 2 secondes vous avez grandi avec quel genre de scènes de sexe et quelles sont les scènes de sexe qui vous ont marqué? Eh bien, dans la majorité des films, vous allez voir un homme et une femme. Et alors, on a décidé, je ne sais pas qui, qu'un rapport sexuel serait la pénétration d'un sexe masculin dans un vagin et se terminerait avec l'orgasme masculin. Et tout d'un coup, on se dit, mais pourquoi? Et pourquoi est-ce que c'est ça qu'on représente au cinéma? À quel moment est-ce qu'on a décidé que tous les autres actes sexuels étaient considérés comme des préliminaires? À quel moment est-ce qu'on a décidé que la fin de l'acte était l'éjaculation masculine? Et quand on commence à se poser cette question, on se dit que malheureusement, il y a très peu de représentations d'autres manières de faire l'amour et il y a très peu de représentations aussi de sexe lesbien. C'est une question qui m'interroge particulièrement et je pense que la représentation du sexe lesbien est extrêmement aussi codifiée dans un imaginaire en fait pornographique où souvent c'est 2 femmes hétérosexuelles qui vont faire l'amour pour le plaisir d'un homme qui va être présent ou s'il n'est pas présent pour le plaisir du spectateur qui est considéré comme un homme. Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, La vie d'Adèle de Abdelatif Kechiche, où on a une très longue scène de sexe entre 2 femmes, qui pour moi, en fait, n'est pas du sexe lesbien, qui est vraiment la projection d'un désir de réalisateur vers 2 comédiennes de performer une sexualité lesbienne. Et c'est en fait un film qui m'a marqué, mais c'est des scènes de sexe aussi qui m'ont beaucoup marqué, parce qu'elles sont aussi très longues et que le point de vue adopté par Kechiche dans ces scènes de sexe, c'est vraiment du regard masculin, où on va en fait être excité par la domination de ces corps-là. Et quand j'ai découvert le film de Chantal Akerman, dont je vais vous montrer un extrait qu'elle a réalisé en 1974, la scène de sexe dure 12 minutes. Je ne vais pas vous montrer 12 minutes, sinon je ne veux plus vous retrouver après. Mais je vous invite à aller voir ce film-là. Mais ce qui m'intéresse dans ce film-là, c'est que Chantal Akerman, qui a aussi vraiment été oubliée de l'histoire, alors que pour moi elle est aussi importante que Jean-Luc Godard, tellement elle a réfléchi et innové en termes de mise en scène, d'où elle plaçait sa caméra, de cadre, mais aussi à la question de la domination et de représenter des femmes lesbiennes comme sujet. Chantal Akerman se met en scène en fait dans ce film et donc c'est une des 2 protagonistes. Et j'ai choisi un très court extrait, mais qui me fait penser à 2 choses. C'est-à-dire, moi quand je le vois, la première scène, vous allez voir, on voit des cheveux qui s'entremêlent et c'est les cheveux qui vont être au premier plan. Et dans la deuxième partie de l'extrait, on va voir une scène de cunnilingus et je vous laisse la découvrir et on en parle après. C'est Je tue, il, elle de Chantal Akerman. Je vous laisse imaginer la suite. Ce qui m'intéresse dans cette scène de sexe, par exemple, c'est que le scénario, vous voyez, il n'y a pas un début, un milieu et une fin. C'est-à-dire que le but de cette scène de sexe, c'est pas de montrer un orgasme, qu'il soit féminin ou masculin. C'est de montrer que faire du sexe ou faire l'amour, ça peut aussi être un échange entre 2 personnes et toute la mise en scène va être mise sur le désir et le plaisir. Et le fait, par exemple, que Chantal Akerman place sa caméra à une distance pour que les 2 corps soient jamais filmés comme des morceaux, c'est-à-dire qu'à aucun moment il va y avoir un gros plan sur une partie de corps, mais qu'on va toujours voir les corps en entier qui vont s'imbriquer de manière différente, et ça va devenir en fait 2 corps plastiques. Et ça m'intéresse parce que c'est de pouvoir en fait filmer des scènes de sexe qui sont quand même où on voit beaucoup de choses qui sont aussi érotiques, mais de le faire en montrant toujours comme 2 personnages qui restent sujets et sujets désirants et sujets en capacité d'agir. Et à aucun moment, l'une d'entre elles va être chosifiée ou figée. Et ça va toujours être 2 corps en mouvement qui perpétuellement cherchent en fait une forme.
Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des représentations de scènes de sexe où on voit des femmes qui ont accès à leurs désirs? Parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend. Alors déjà, ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école. Il faut quand même savoir, par exemple, que le mot clitoris a été dit pour la première fois à la télé américaine en 2018, dans une série sur une chaîne nationale, 2018. Le clitoris n'est pas représenté dans les manuels de biologie, il n'y a qu'un seul manuel en France qui le représente. Donc ça veut dire que quand on est une petite fille, on n'a déjà même pas accès à notre anatomie, et que le plaisir féminin et le désir féminin, racontés du point de vue du personnage féminin, vont être comme excisés en fait de l'histoire du cinéma. Et qu'on va nous apprendre au contraire que ce qui est important, c'est le désir masculin, et ce désir à travers l'objectification. Et quand j'écrivais mon premier livre, Sex and the Series, je me suis interrogée longtemps en fait, sur la représentation du viol. Parce qu'à l'époque, il y avait une série qui s'appelle Game of Thrones, dont vous avez peut-être entendu parler, qui représentait toutes ces héroïnes qui étaient violées. Et les viols, pour les trois protagonistes principales, étaient toujours montrés, jamais du point de vue donc, de l'héroïne, mais de l'homme qui violait. Et elles étaient toutes, ces scènes, érotisées. Et je me suis dit que ça devait nous interroger, en fait, sur pourquoi est-ce que les violences sexuelles sont, de manière majoritaire, sexualisées quand on regarde des séries et des films. Et j'ai eu un choc en regardant une série qui s'appelle The Handmaid's Tale, qui est adaptée du roman de Atwood. C'est parce que c'est une série qui n'est que sur le viol, mais tous les viols vont toujours être représentés du point de vue féminin. Et c'est la première série où, à chaque fois qu'il y a une violence sexuelle, eh bien, on reste avec l'héroïne. Et on peut lancer l'extrait de The Handmaid's Tale, où vous allez voir que dans les codes cinématographiques, ça va être l'utilisation de la voix off qui va être utilisée pour nous raconter l'expérience du viol. Donc on voit dans cet exemple-là, il y a d'autres exemples où il y a vraiment l'utilisation du ralenti et de l'accélération, mais là on voit qu'il y a une dissociation qui s'opère entre ce qui est en train d'arriver à son corps et la manière dont elle essaye de réfléchir à la couleur bleue pour nous raconter autre chose. Et en fait, à aucun moment, les viols vont être de la perspective du violeur, puisque je rappelle que ce sont les hommes qui violent, 98% des agressions sexuelles sont commises par des hommes, et on va toujours rester avec June et les autres servantes qui sont violées à répétition. Et c'est important en fait d'avoir ça en tête parce que on ne sait pas à quoi ressemble un viol. En fait, on grandit en pensant qu'un viol, c'est un homme dans une allée sombre, tard le soir, la nuit, parce qu'on porte une mini-jupe. Ça s'appelle des stéréotypes qui constituent la culture du viol. Or, on sait statistiquement que le viol, ce sont des personnes et des hommes qu'on connaît. Et comme, en fait, on ne sait pas à quoi ressemble le viol, quand on est victime de violences sexuelles et d'agressions sexuelles, on ne peut pas les nommer parce qu'elles n'existent pas dans l'espace public. Et je pense que, par exemple, quand Adèle Haenel parle pour la première fois à Mediapart des agressions sexuelles qu'elle a subies de la part de Christophe Ruggia, elle explique que c'est en regardant un documentaire qui s'appelle Finding Neverland sur les agressions commises par Michael Jackson sur deux petits garçons, c'est d'entendre ces récits-là qui vont la faire réfléchir à son propre récit. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. C'est de se dire qu'en fait, tant qu'on ne va pas représenter le viol de manière réaliste ou non, mais tout de moins toujours du point de vue de la victime, homme ou femme, c'est impossible de mettre des mots en fait, sur des choses qu'on ne sait pas reconnaître. Et donc, d'avoir une multiplication en fait, de représentations de violences sexuelles vont permettre aux hommes et aux femmes victimes de violences sexuelles de pouvoir se reconnaître et les nommer. Et à partir du moment où on arrive à nommer quelque chose, on arrive à la combattre. Mais si on ne peut pas la nommer, on ne peut pas la combattre puisqu'on ne peut pas la dénoncer. Et donc les représentations sont extrêmement importantes pour pouvoir sortir en fait de cette silenciation qui s'opère à tous les niveaux de notre société. Et quand je faisais de la recherche sur la représentation du viol, je suis tombée sur ce film
C'est un film dont j'avais jamais entendu parler avant. Il a fallu qu'il ressorte là cette année pour que je le voie. Je l'ai même pas vu au moment où j'écrivais mon livre, mais ça m'a fait réfléchir en fait parce que déjà c'est une femme cinéaste dont je n'avais jamais entendu parler, qui s'appelle Olga Preobrajenskaya, qui travaillait notamment avec Dziga Vertov. Et elle fait ce film en 1927 qui s'appelle Le village du péché. Et c'est toujours cette question de, on pense que certains thèmes sont dans l'air du temps ou que c'est parce que tout d'un coup on est post-MeToo qu'on va représenter le viol, mais en fait cette expérience de l'agression sexuelle, elle existe dans le cinéma depuis toujours. C'est juste que ces films-là n'ont pas été montrés, n'ont pas été archivés, ne sont pas projetés dans les cinémathèques, ne sont pas projetés dans les salles de cours, et que du coup, on les oublie. Et cette femme, quand j'ai redécouvert ce film, qui montre un viol du point de vue du personnage féminin, je me suis dit que j'avais pas assez bien fait mon travail de recherche, de 1, et de 2, je me suis dit qu'il fallait absolument toujours réfléchir en fait à pourquoi est-ce que certaines œuvres dérangent tant. Donc on peut regarder un extrait du Village du péché qui est réalisé en 1927 par une cinéaste russe. Ou non. Peut-être que c'est une meilleure chose si vous voulez passer une meilleure soirée, parce que c'est sûr que ce n'est pas l'extrait le plus sympa. Eh bien, peut-être qu'on ne va pas l'avoir. Non ? Ok, eh ben, je ne vais pas vous mimer la scène du coup, parce que ce serait vraiment de très mauvais goût. Je vais vous raconter quand même l'extrait. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui tombe amoureuse et qui vit avec son mari et sa belle famille. Et son mari part pendant plusieurs années, et donc elle continue à vivre avec sa belle famille, et elle est violée par son beau-père. Et quand son mari revient, elle essaye de lui dire qu'elle a été violée par son père à lui, donc, et personne ne veut la croire. Alors qu'il y a une autre femme qui est témoin et qui en fait est complice, puisqu'elle ne dira rien non plus. Et là, je vais vous divulgacher le film parce qu'il est de toute façon introuvable. À la fin, elle se suicide. Elle se suicide dans le village. On peut la voir. Et c'est parti pour une bonne scène de viol. Alors, ce qui est en fait extrêmement rare, c'est d'utiliser les codes du film d'horreur pour filmer une agression sexuelle. Or là, en 1927, c'est déjà ce qu'elle fait. Elle le filme comme le grand méchant loup. Et elle ne va pas filmer l'agression, elle va filmer une violence, donc quelque chose qui va se renverser. Mais surtout, ce qu'elle filme, c'est l'inaction de la femme du mari, en fait, de sa belle-mère. Et en fait, tout le système de silence qui se met en place dès ce moment-là. Et c'est quelque chose, je pense, auquel on ne réfléchit pas assez, c'est à quel point les femmes sont complices et restent complices quand elles ne dénoncent pas et quand elles n'aident pas les autres femmes qui essayent de parler. Et ça, il me semble que ça reste encore aujourd'hui dans notre histoire actuelle et post-MeToo, quelque chose auquel il faut vraiment qu'on réfléchisse de manière collective, quelle est la responsabilité des femmes qui décident de détourner leur regard. Pour passer à quelque chose de plus joyeux, pour parler des expériences du féminin, évidemment que les agressions et le viol sont extrêmement importantes, mais Chantal Akerman, elle a aussi filmé les gestes du quotidien, comme éplucher des pommes de terre dans Jeanne Dielman de Chantal Akerman. Ça peut paraître rien, mais en fait, tous ces gestes qui sont considérés comme n'étant pas importants, comme n'ayant pas de valeur, à partir du moment où on les filme au cinéma, et bien tout d'un coup, ils prennent une autre valeur et ils peuvent exister. De la même manière, tout à l'heure, dans un des portraits de femmes qui était montré, c'était Hedy Lamarr. Hedy Lamarr, évidemment, donc c'était une grande comédienne, et bon, c'est aussi grâce à elle qu'on a le Wi-Fi, mais c'était aussi la première à représenter une femme qui avait un orgasme en 1933 dans Extase. Et en fait, toutes ces expériences-là du féminin, elles sont trop rares et elles sont trop oubliées. Et je vais terminer en fait par un dernier extrait d'un film qui a été présenté à Cannes à un certain regard en 2018, qui se passe au Kenya. Parce que en fait, je pense que c'est aussi important de montrer des extraits avec des personnages noirs et de montrer en fait que ces corps-là, non seulement les corps de femmes ne sont jamais représentés, mais les corps de femmes noires le sont encore moins. Donc on peut
regarder cette scène de Rafiki qui a été montrée en 2018. Quand j'ai vu ce film à Cannes, je me suis dit qu'il y avait encore tellement de récits qui manquaient. Les récits, il manque ceux qui ont été effacés de l'histoire, mais il y a encore plein d'histoires à raconter et plein d'histoires auxquelles on n'a pas encore accès. Et ça pose la question de qui sont les personnes qui aujourd'hui fabriquent nos imaginaires et nos histoires. Et de se rendre compte que la majorité en fait, de ces histoires sont toujours racontées par des hommes qui viennent plus ou moins du même milieu social, avec plus ou moins les mêmes expériences, et qui pensent que l'amour, c'est de se jeter des livres à la gueule en récitant Godard. C'est une chose, et c'est une chose qui peut plaire à beaucoup. D'ailleurs, je l'ai moi-même beaucoup fait dans cette répétition de vouloir penser que l'amour, c'était comme parler comme Bardot, s'habiller comme une pin-up et faire plaisir aux hommes. Je l'ai fait pendant des années. Et puis j'ai écrit ce livre. Et j'ai passé 2 ans, en fait, à regarder des films qui parlaient que de ce qu'une héroïne traversait dans sa vie et des films qui toujours me proposaient de partager avec elle son plaisir et son désir. Et ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie parce que je me suis dit qu'en fait, j'avais pas besoin d'un regard d'un homme pour exister, que j'avais pas besoin d'être validée par mon directeur de thèse pour essayer de faire de la recherche, que j'avais pas besoin en fait d'exister et de relationner avec des hommes pour sentir que j'avais de la valeur, qu'il y avait d'autres manières d'être au monde, qu'il y avait aussi d'autres manières de faire l'amour que d'être pénétré et d'attendre qu'un homme jouisse, et qu'il y avait d'autres manières de parler des agressions sexuelles comme quelque chose qui n'arrive qu'aux autres, et que tous ces discours-là, en fait, c'est des discours politiques, et que de réfléchir à sa vie personnelle et de faire des choix, ça peut avoir un impact fort, le cinéma, sur notre imaginaire et sur la manière dont on se vit dans ce monde et dont on relationne avec les autres. Et je pense que c'est urgent, en fait, de prendre en compte ces désirs les plus profonds. Et même s'ils sont trop peu représentés sur nos écrans, je pense qu'on a toutes et tous en nous, en fait, la capacité à aller chercher les œuvres qui nous parlent. Et si elles n'existent pas, peut-être de réfléchir à comment les inventer et surtout aider celles et ceux qui ont envie de proposer d'autres imaginaires à avoir accès à la caméra et accès aux images et accès à la diffusion des images. Donc, je pense que je vais terminer sur ça, c'est-à-dire que pour moi, le regard masculin, c'est pas l'ennemi. J'en ai beaucoup profité. Ça m'a construite en tant que jeune femme et comme même universitaire et critique, et ça a modelé quasiment toute ma vie intime. Mais la découverte en fait d'autres possibles et de se dire qu'il n'y a pas qu'un seul modèle, mais qu'il y en a tellement, et qu'il n'y a pas qu'une seule manière de désirer et d'aimer, il y en a tellement, c'est quelque chose de tellement réjouissant. Et donc de penser que le discours féministe est un endroit mortifère, eh bien ça n'est pas le cas en fait. Réfléchir avec un angle féministe à nos représentations, c'est une manière, oui, d'interroger profondément ce qui nous conditionne, et parfois c'est difficile de regarder comment on a été conditionné, mais en fait c'est aussi une manière de se dire qu'on a toute la vie pour réfléchir à ces schémas-là, à les déconstruire et à les réinventer, et qu'il n'y a pas d'âge pour cela. Bonne soirée.